Vraiment, le roman m'est venu comme ça. C'était à l'aéroport de Moscou en février 2008. Il faut savoir que j'ai beaucoup fréquenté les aéroports dans ma vie et l'une de mes malédictions est que j'ai toujours bipé au portail de sécurité. Bon, généralement, c'est pas trop grave, la fouille n'est pas si grave que ça, sauf à l'aéroport de Moscou où j'ai bipé comme d'habitude et où j'ai eu droit à la fouille moscovite, fouille extrêmement musclée. On me prenait vraiment pour une dangereuse terroriste. Et quand ils ont fini par s'apercevoir que je n'avais pas une charge de plastique sur moi, ils m'ont relâché et je me souviens que j'étais très énervée. Et à ce moment-là, j'ai pensé, eh bien, il mériterait que je le fasse vraiment sauter cet avion. Et à ce moment-là, tout à coup, j'ai pensé, oh, mais au fait, comment ferais-je ? J'ai déjà passé la sécurité, mes bagages sont déjà enregistrés. À ce stade-ci, y aurait-il encore moyen que je fasse sauter l'avion ? J'ai trouvé le moyen, je ne le révèle pas, lisez le livre. Et à ce moment-là, je me suis dit, accessoirement, pourquoi est-ce qu'un personnage ferait se sauter cet avion ? Vous savez, il y a un proverbe de Blaise Pascal qui dit « Qui veut faire l'ange fait la bête ». Je pense que Zoïl, à la base, c'est quelqu'un qui veut être mieux que les autres. Hein, en effet, il fait du social, il est bon... Il veut tomber amoureux noblement, il voit que le cas est désespéré, je pense qu'il se doute qu'il devrait abandonner l'affaire, mais non, il s'obstine, il se dit qu'il va trouver un moyen que ça se passe bien quand même, jusqu'au moment où il comprend que vraiment on s'est fichu de lui. En tout cas, il considère les choses comme ça. Et à ce moment-là, il devient exactement l'inverse. Il devient un monstre. Je pense aussi que j'avais un petit peu besoin de dire mon point de vue là-dessus, sur le terrorisme en général. À un moment, le personnage s'exprime en disant qu'il ne croit pas un instant aux intentions idéologiques et religieuses des terroristes. Je le rejoins totalement sur ce point. Je ne crois pas un instant aux intentions politiques et religieuses des terroristes. Pour moi, derrière tout acte terroriste, je parle d'actes de destruction et d'homicide, il y a la frustration, il n'y a pas autre chose que la frustration, et cette frustration prend des déguisements idéologiques qui ne sont pas crédibles. Le personnage vit clairement une catastrophe amoureuse, un désastre amoureux, mais il ne peut pas considérer ça comme un échec. Et là, je trouve qu'il est lucide, parce que des désastres amoureux, nous en avons tous vécu. Et cependant, on a beau dire qu'on est dégoûté de l'amour, c'est pas vrai. Hein, chaque fois qu'une nouvelle occasion surgit, on se précipite, voilà, et on est prêt à vivre 1000 nouvelles catastrophes. Le trip légal que nous avons, j'espère, tous vécu, c'est le commencement amoureux. À ce moment-là, inutile de prendre aucune substance, on y est déjà. Mais bon, comme malheureusement cet état n'est pas permanent, ou du moins dit très difficile à faire durer, je ne vais pas recommander d'autres procédés, mais disons que il y a des voyages immobiles qui sont certainement très intéressants. Enfin, vous êtes bien amusé en écrivant ce récit. Et puis, il y a peut-être, on peut se dire, mais est-ce que justement l'auteur n'était pas sous l'emprise de cette substance pour écrire des choses pareilles ? Alors là, je peux répondre très clairement à votre question. C'est impossible. On ne peut même pas tenir un stylo dans cet état. D'autre part, bon, d'abord, la mémoire existe, première chose. Deuxième chose, il y a un conditionnement de l'écriture par lequel on peut se triper soi-même. Je veux dire, on peut, rien que par le conditionnement de l'écriture, réellement retrouver cet état. Pas tout le temps. Mais là, j'avais décidé, bon, là, je vais écrire le trip, donc décide que tu es tripé. Hein, et autosuggestion puissante, on peut le retrouver, cet état. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a moyen. En même temps, on ne peut quand même pas tout à fait m'accuser d'en faire l'apologie, parce que, vous voyez les conséquences, c'est quand même à cause de ce trip raté qu'il va décider de détourner un avion. Donc, comme apologie des psychédéliques, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais bon, on peut considérer ça comme un reportage. Là aussi, donc la dame demande comment je fais pour régresser jusqu'au souvenir de la toute petite enfance, comme par exemple dans Métaphysique des tubes. Je parlais tout à l'heure de l'autosuggestion du trip. C'est un peu la même chose. La toute petite enfance, quel trip ? C'est le plus grand trip qu'on ait jamais vécu. En plus, c'est un trip qui dure très longtemps. Et comme tout trip, ça peut se retrouver, on peut se reconditionner, on peut rebasculer. Bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est aussi pour ça que mon médium à moi, bien plus que toute substance, c'est ça. Rien ne remplace le moment où on est avec son stylo devant son papier.
si on descend assez loin dans son sous-marin intérieur, à ce moment-là, on peut tout retrouver. Surtout si on ne sait pas documenter. Enfin, dans mon cas, j'insiste non seulement sur la non-nécessité, mais même sur la nocivité de la documentation. La documentation nuit. Donc c'est le contraire de Flaubert. Il ne faut surtout pas aller poser des questions aux gens. Il faut tout retrouver par soi-même de l'intérieur. Oui, je prends du thé très fort le matin avant d'écrire parce que même si je prétends qu'aucun médium n'est aussi fort que celui-là, il y a quand même quelque chose qui ne suffit pas à ce moment-là à l'état naturel, c'est l'énergie. Pour écrire, il faut aussi une dose d'énergie phénoménale. Et cette énergie, je l'obtiens en avalant à jeun, tout rond, un demi-litre de thé beaucoup trop fort. C'est ce qui manque encore à cet état-là. Je dirais que c'est l'étincelle qui fait tout éclater. Même si écrire est le plus grand de mes plaisirs et le plus grand de mes besoins et la plus profonde de mes pulsions, il faut quand même, même si ça ne fait pas très romantique à dire, il faut quand même se soumettre à une discipline pour atteindre ce résultat-là. Donc oui, ça c'est la mauvaise nouvelle pour ceux qui croiraient qu'écrire est un acte bohème. Non, ce n'est pas un acte bohème, c'est d'abord un acte tyrannique. Ça suppose que tous les jours, de 4h à 8h du matin, j'écrive. Ce qui peut paraître charmant, mais je vous assure que par exemple les matins de gueule de bois ou les matins de grippe A, parce qu'il n'y a pas d'exception. Hein. Il y a des matins où c'est beaucoup moins charmant. C'est une règle qui ne peut souffrir d'exception. Il m'est déjà arrivé d'écrire en rampant, mais je l'ai fait. Je suis en train d'écrire mon 67e roman et ce n'est pas fini. Je pense que je vais vivre encore un certain nombre d'années et ma santé étant ce qu'elle est, je crois que je vais écrire encore beaucoup de romans. Mais je tiens à rassurer tout le monde, il n'y aura pas de déferlante. L'immense majorité de cette monstrueuse production restera inconnue. D'abord, je n'ai pas du tout l'intention de la publier, ni maintenant, ni jamais. J'ai déjà pris des mesures testamentaires pour que même après ma mort, les non-publiés ne le soient pas. Donc ça prouve bien, ça répond tout à fait à votre question. Le but, il me dépasse. On ne peut pas tant écrire sans avoir un but qui vous dépasse. En tout cas, c'est clair que le but n'est pas la publication, puisque c'est une écriture qui déborde très largement la publication. J'imagine que l'écriture a un but particulier. C'est quand même un comportement singulier, le comportement qui consiste à se croire obligé d'ajouter à la réalité ce commentaire écrit. On ne peut pas faire ça gratuitement. Mais c'est très mystérieux. J'ai 42 ans, j'écris depuis que j'ai 17 ans, je n'ai toujours pas compris quel était mon but. Alors comment est-ce qu'on construit un personnage ? Ça ne peut pas vous paraître singulier vu le nombre de fois que ça m'est arrivé. En 67 romans, combien de personnages ai-je construit ? Eh bien, je n'ai jamais eu l'impression de les avoir construits. Je les ai toujours sentis surgir, vus surgir. Bon, je tombe enceinte d'un livre, c'est déjà très mystérieux. Et je vois surgir des gens. C'est plus grave que ça. Les 3/4 du temps, je les vois même pas, je les entends. Donc j'entends leur voix. Ça peut donner des romans totalement dialogués où on ne voit même pas l'incarnation. Il n'y a pas le moment où le personnage est décrit. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont comme chose à se dire ? Vous voyez, par exemple, Cosmétique de l'ennemi, ce n'est que du dialogue. Donc, il n'y a pas un moment conscient où je me dis, bon, alors il va y avoir Zoïle qui sera comme ci et comme ça. Non, il a déjà pris possession de moi, il est déjà là en train de s'exprimer. C'est ce qui me donne à penser que, à l'intérieur de moi, il doit y avoir un extraordinaire grouillement d'individus. Je ne suis pas seule, je suis nombreuse. Et tous ces gens sont là en train de pousser, de jouer des coudes pour arriver à la surface et s'exprimer enfin. Bon, Aliénor, c'est quand même pas si bizarre que ça. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, des petites Aliénor. Et puis, bien sûr, pour moi, c'était Aliénor d'Aquitaine, la reine des troubadours. Mais ici, justement, je voulais, de façon peut-être un peu perverse, défigurer ce beau prénom. Ce prénom qui est un prénom de reine. On imagine forcément une Aliénor noble et belle. Ici, c'est une handicapée mentale qui écrit des romans. On se demande bien où j'ai pu chercher ce personnage, qui l'incarne. Et très vite, le personnage qui la rencontre se rend compte que ce qui domine dans Aliénor, c'est Aliène, parce qu'elle a l'air d'être aliène. Quant à Zoïle, c'est le nom d'un sophiste qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est resté célèbre pour être le premier cas connu de critique littéraire débile, puisqu'il avait démoli l'Iliade et l'Odyssée à ce motif qu'il déclarait que c'était invraisemblable. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une certaine continuité dans la critique littéraire débile à travers les âges. Donc, seulement comme c'était une belle époque, le peuple d'Athènes a pendu
a lapidé Zoïle. Alors, je ne propose aucun exemple, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, ça ferait beaucoup trop de monde. J'ai découvert tard mon pays, et cependant, j'ai fini par comprendre que même peu imprégnée, je suis belge de la tête aux pieds. Et voilà, j'écris, je fais du surréalisme. C'est comme ça, c'est une pathologie belge. C'est cette pathologie qui consiste à, dans la plus extrême platitude, voir ce qu'il y a de plus fou, et dans ce qu'il y a de plus fou, voir ce qu'il y a de plus réel. Il ne s'agit pas de rendre la réalité extraordinaire, il s'agit justement de montrer que la réalité est extraordinaire. Parce que je pense qu'elle l'est réellement, et je vous assure que, là encore, restons très prudents, mais enfin, quand on est en état de champignon hallucinogène, on voit vraiment à quel point la réalité est extraordinaire, et on se dit, mais c'est comme ça en fait, c'est comme ça tout le temps, et simplement le restant du temps, on ne s'en rend pas compte, mais on a tort. On devrait s'en rendre compte tout le temps, parce que c'est comme ça en réalité. Si on n'avait pas appris à voir les choses sous le côté bêtement utilitaire, on verrait que c'est comme ça tout le temps. Donc l'écriture a cette haute mission, finalement tellement morale. Vous ne devez même pas prendre des champignons hallucinogènes. Lisez mes livres et vous verrez à quel point la réalité est hallucinante. Je vais juste poser une dernière petite question sur un passage que j'ai trouvé très joli. C'est lorsque, à un moment, vous parlez de la Tour Eiffel, on ne me dira pas pourquoi, et donc vous inventez une histoire à Gustave Eiffel et une raison d'être de cette Tour Eiffel. Gustave Eiffel serait tombé amoureux d'une jeune Amélie, et en hommage, justement, on reconstruit ce monument en forme de A. Ça convient pour le récit, puisque ça représente un symbole d'amour, ça représente le A de Astrolabe également. En fait, c'est complètement un fantasme de votre part ou... C'est plus grave que ça. Non seulement c'est un fantasme, mais je crois que c'est une preuve flagrante de narcissisme. Puisque, évidemment, cette histoire est fausse. Mais ce qui est vrai, c'est que quand bruxelloise, j'ai débarqué à Paris pour la première fois et que, comme tout touriste, je suis allée voir la Tour Eiffel, j'ai même pas réfléchi. J'ai vu cette Tour Eiffel, j'ai pensé, mais c'est le A d'Amélie, bien évidemment. Ça ne peut être que ça. Et aussitôt, sans hésitation, j'ai pensé que Gustave Eiffel avait été amoureux d'une Amélie. Et tant qu'à le faire croire à d'autres, mais pourquoi pas. Merci beaucoup. Oui.